Eh ben allez, c'est parti. Alors, avant d'aller sur des thèmes plus techniques, ça me paraît essentiel de faire une vidéo sur la base de la base. Allez, let's go. Salut à tous, c'est Neko, bienvenue sur ma première vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur la crypto-monnaie. De son apparition, du concept, de la façon dont on l'achetait et comment la stocker. Et évidemment, je vous parlerai aussi de ses défauts. Parce que oui, rien n'est complètement noir ou blanc, tout est une nuance de gris. Donc, une crypto-monnaie, c'est quoi? Bah, c'est une monnaie en fait. Bon ok, c'est un peu plus complexe que ça. Mais vous allez voir, en fait pour comprendre pourquoi est-ce que Bitcoin a vu le jour, il est nécessaire de comprendre ce que c'est qu'une monnaie. Et plus particulièrement, qu'est-ce que c'est que le paradoxe de l'or. C'est moi qui ai inventé le nom, hein. Cherche pas sur Google, tu trouveras pas. Pour faire simple, pour se payer des biens et des services, pendant très longtemps les gens ont fonctionné sur un système de troc. C'est-à-dire que je voulais 1 kg de pommes au Moyen-Âge, je pouvais aller l'échanger contre un gars qui avait un pommier, contre du blé, un cheval, une épée, ou un coup de hallebarde dans la gueule, hein. C'était il y a longtemps. Sauf qu'on s'est vite retrouvé emmerdé parce que un cheval vaut pas forcément quelques pommes. Et une des plus grandes inventions de l'histoire de l'humanité, ça a été la monnaie. C'est-à-dire qu'au fil des époques, les peuples se sont mis d'accord sur des valeurs références qui permettaient de faciliter les échanges, à la condition qu'elles soient induplicables et limitées. Parce que sinon, tout le monde aurait été blindé. L'or a toujours été une monnaie très importante puisque finalement elle répondait parfaitement à ces conditions. Sauf qu'à cause de sa rareté, on en revenait un peu au même problème. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est-à-dire que ça devient chaud d'échanger quelques microgrammes d'or contre une pomme. Et les États ont donc souvent fait le choix de gérer la production et le contrôle de monnaies dites fiduciaires, ou fiat. Attention, c'est super important. Genre le dollar ou l'euro, qui sont en fait des concepts de valeur et qui permettent de gérer les petites comme les grosses transactions relativement facilement, avec un contrôle sur les répliques de cash qui sont rendues avec la technologie de plus en plus facile. Sauf qu'on arrive aux années 80-90, l'informatique arrive tout doucement, c'est les prémices d'Internet, et des groupes de gens commencent à se dire qu'avec les nouveaux outils de communication qui apparaissent, ce serait peut-être une bonne idée de chiffrer les données, pour préserver l'anonymat des gens par exemple. Parce qu'ils avaient vraiment aucune confiance en ce que les États feraient d'Internet. Et je sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Snowden, mais on verra qu'ils avaient peut-être pas si tort que ça finalement. Donc ces groupes ont formé une sorte de mouvement révolutionnaire, même anarchiste selon les points de vue, qui a largement contribué à l'apparition de la crypto-monnaie, les cypherpunks. Et certains de ces membres se sont attaqués à un autre problème qui faisait vraiment flipper les cypherpunks, la centralisation de la monnaie. En gros, si comme l'immense majorité des Français, vous stockez l'intégralité de votre épargne sur des comptes bancaires, parce que c'est pratique et de moins en moins cher, vous vous exposez au fait que votre banque contrôle l'intégralité de votre argent. Vous pouvez ne jamais avoir de problème. Le truc c'est que si demain, votre banque fait n'importe quoi et se retrouve en faillite, ou choisit pour une raison X ou Y de bloquer votre compte, vous n'avez plus aucune garantie d'accès à votre argent. Et ça, vous vous en doutez, ça plaît pas du tout aux cypherpunks. Et des gens comme Adam Back ou David Chaum vont se pencher sur des solutions de monnaie virtuelle décentralisée. Du coup, pour l'anecdote, en fait Bitcoin n'est pas du tout la première crypto-monnaie à avoir vu le jour. Puisque en 1989, ce même monsieur Chaum monte DigiCash, qui se voulait être la première crypto-monnaie réellement adoptée. Bon, spoiler alert, ça a pas du tout marché. Hein. Déjà parce que c'était certainement beaucoup trop tôt, et puis en plus parce que c'était pas spécialement au point. Mais vous inquiétez pas, les gens vont vite comprendre le potentiel des cryptos pendant les décennies qui vont suivre. Et ce notamment grâce à un événement, la crise des subprimes. Alors là, je vous invite à aller vous documenter, si vous ne connaissez pas ou si vous êtes trop jeune pour en avoir entendu parler. Mais pour faire simple, à partir de juillet 2007, à cause d'un système de prêts complètement foireux, les banques américaines vont se casser la gueule et ça créera une crise économique folle dans tout le pays, qui va se répercuter dans le monde en général. Et c'est réellement à ce moment-là qu'on commence à se rendre compte que confier tout notre argent à des banques peut s'avérer vraiment dangereux. Et quand je dis banque, c'est juste une organisation externe en général. Et ça tombe bien, puisque le 31 octobre 2008, sur une messagerie privée d'un groupe de cypher, est publié le White Paper du Bitcoin, avec pour titre A Peer-to-Peer Electronic Cash System. C'est vraiment lors de cette publication que la crypto-monnaie va être prise au sérieux, et qu'elle va connaître une évolution exponentielle qui n'a jamais ralenti depuis. Bitcoin sera d'ailleurs affectueusement nommé Digital Gold, rapport à l'or que j'ai évoqué juste avant, puisqu'il remplit également ces conditions, à savoir qu'il est complètement duplicable et limité à 21 millions de blocs maximum. Et avec toutes les technologies qu'il apporte, notamment le concept de blockchain, dont je parlerai évidemment dans un autre épisode, calmez-vous, vous inquiétez pas, c'est passionnant,
on va voir apparaître des milliers de nouvelles crypto-monnaies qui apportent chacune plus ou moins d'innovation. Donc vous l'aurez compris, une crypto-monnaie c'est une monnaie virtuelle décentralisée qui s'échange entre les individus avec une validation des personnes qui sont elles-mêmes présentes sur le réseau, et non plus avec un intermédiaire qui contrôle les transactions. Ok, maintenant vous êtes intéressé, vous comprenez globalement l'intérêt de la crypto-monnaie, mais pourquoi est-ce qu'il en existe autant ? Pour faire simple, quand vous investissez dans une crypto-monnaie, vous investissez la plupart du temps, et j'insiste bien la plupart du temps puisque effectivement il y a des exceptions, mais vous investissez la plupart du temps sur une technologie. La plupart des cryptos actuels qui apparaissent dans le top 100 sont en fait des entreprises qui proposent au travers de leur monnaie une nouvelle technologie. Donc c'est primordial avant de mettre de l'argent dans un projet, de se documenter sur ce qu'il y a derrière, pour voir si ça vaut vraiment la peine de miser dessus. Un peu comme en bourse en fait. Et il en existe dans tous les domaines. Le Web 3.0, le Metaverse, les NFT, la DeFi. Alors certaines apportent une utilité, d'autres un concept, et certaines même rien du tout. Elles sont purement spéculatives. Pour s'en procurer, vous avez plusieurs façons de faire. Alors soit vous allez en acheter directement sur le site de la crypto-monnaie ou de l'entreprise qui la propose, et vous pourrez la stocker sur un portefeuille virtuel décentralisé. Donc il y a beaucoup d'applications qui en proposent actuellement. Soit même vous pouvez vous créer un portefeuille physique sur l'équivalent d'une clé USB. Idem, il y a plein d'entreprises qui proposent des solutions de stockage sur des portefeuilles physiques. C'est beaucoup plus sécurisé, mais un peu plus complexe à mettre en pratique. Ou si vous êtes un peu feignant et que vous voulez pouvoir y avoir accès facilement, vous avez la solution Exchange. Alors, un exchange, c'est quoi ? C'est une application qui vous propose de vous créer un portefeuille virtuel et d'accéder à une certaine variété de crypto-monnaies. Donc ça a plein d'avantages, puisque ça permet à beaucoup de nouveaux d'arriver dans le domaine de la crypto-monnaie, mais ça a aussi des inconvénients, d'échanger des monnaies virtuelles décentralisées sur des applications du coup centralisées. Tu vois le problème. Finalement, ça revient un peu comme passer par une banque, évidemment avec moins d'inconvénients. Ok, là c'est bon, vous êtes chaud, et prêt à transférer toute votre épargne sur un exchange qui vous propose une super offre. Ou alors, vous êtes toujours sceptique. Vous vous dites que ça peut pas avoir que des avantages. Et vous avez raison. Parce que si tout ce marché est si parfait, alors pourquoi est-ce qu'on peut toujours pas acheter son pain en Bitcoin ? En prenant l'exemple de plusieurs idées que monsieur et madame tout le monde peuvent avoir sur la cryptosphère, je vais essayer de débunker les clichés et de faire un aperçu de différents défauts que peuvent avoir cette technologie. Premier cliché, c'est parti. La crypto, c'est illégal. Ok, ça peut en faire rire certains, mais je vous jure qu'en regardant des reportages ou des analyses sur certaines chaînes de télé, beaucoup de néophytes peuvent penser que c'est criminel. Évidemment, non. Détenir, échanger ou miner même de la crypto-monnaie en France est parfaitement légal. Ça l'est pas dans tous les pays, comme par exemple la Chine ou peut-être bientôt la Russie, mais en France vous avez parfaitement le droit de le faire. Le problème c'est que la crypto s'est au départ forgé une sale réputation. On estime qu'en 2012, 7% des transactions en Bitcoin servaient des intérêts criminels. Blanchiment d'argent, trafic en tout genre, terrorisme. Mais en fait, la conception même de la blockchain, qui est finalement la techno qui permet les échanges entre crypto-monnaies, est pas du tout adaptée à l'illégalité. En fait, grâce au cryptage des données, vous êtes anonyme, mais absolument pas intraçable sur la blockchain. Donc plus le temps passe, et plus les autorités en plus se renseignent et se bougent le cul. Donc on estime qu'en 2020, seulement 1% des transactions en Bitcoin sont maintenant illégales. Et selon une étude très récente, en 2020, on serait à 0,13%. Alors en comparaison avec le dollar ou l'euro qui respectivement comptent 2% d'échanges frauduleux en 2021, dans le cul les monnaies fiat, je sais que ça en intéresse beaucoup, alors je vais en parler vite fait. D'un point de vue législatif en France, pour échanger de la crypto-monnaie, il vous faut être majeur et déclarer ses bénéfices. En gros, si vous faites plus de 305 € de bénéfices en crypto-monnaie par rapport à ce que vous avez investi et que vous convertissez ces bénéfices en monnaie fiat, vous devrez les déclarer. Vous pouvez le faire relativement facilement sur votre fiche d'imposition ou avec vos parents si vous vivez encore avec eux. Nous sommes actuellement tous soumis à la flat tax, c'est-à-dire une imposition de 30% sur l'ensemble des bénéfices. Alors attention, grâce à une future réforme de cette taxe, il sera probablement possible d'être imposé en fonction de vos revenus fiscaux. Donc pour les foyers les moins riches, ce sera bien plus avantageux. Et pour ce qui est de l'imposition, je vous déconseille de tricher, puisqu'encore une fois, vous êtes parfaitement traçable avec la blockchain. Et donc du coup, c'est assez simple de savoir qui triche. Donc, affaire à suivre. Ok, deuxième cliché. Les crypto-monnaies polluent. Alors, pour l'impact écologique du Bitcoin et de la crypto en général, c'est assez compliqué. Les sources sont nombreuses et pas toujours fiables. Mais globalement, oui, c'est un problème. La crypto-monnaie n'est pas complètement propre. Mais il faut relativiser. Pour miner et échanger de la crypto-monnaie, il est nécessaire de faire fonctionner des ordinateurs.
de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants, ce qui consomme beaucoup d'électricité. Les études les plus fiables actuellement disponibles évoquent une dépense énergétique de presque 200 TWh. Ça représente l'équivalent de la dépense énergétique de la Suisse. Alors oui, ça paraît beaucoup comme ça, mais si on prend un peu de recul, on peut constater que ça représente un peu moins de 0,1% des dépenses énergétiques mondiales. Pour un système économique qui se veut être mondial, c'est ridicule. Et cette dépense énergétique totale représente presque 12 fois moins que l'ensemble des appareils en mode veille aux États-Unis. Donc vous vous rendez bien compte que effectivement c'est beaucoup, mais c'est peut-être pas la priorité d'un point de vue énergétique. Et ce serait peut-être même avantageux de s'en servir dans les années futures, en faisant évoluer le concept, pour justement permettre une révolution énergétique. Donc n'en déplaise aux polémistes qui parlent sans savoir, mais la preuve qu'on peut faire dire beaucoup de choses aux statistiques. Donc voilà, effectivement, le Bitcoin et la cryptosphère polluent. Mais en comparaison avec les systèmes banquiers actuels et les ressources nécessaires à l'économie mondiale actuelle, c'est vraiment peu. D'autant plus qu'actuellement, le système de minage des crypto-monnaies, qui représente une grosse partie des dépenses énergétiques de celles-ci, et qui fonctionne sur le concept de Proof of Work, est en train de migrer vers d'autres solutions, comme le Proof of Stake, qui est beaucoup moins énergivore. L'Europe se pose la question de restriction, voire de l'interdiction du minage. Et on peut même noter, bon alors même si c'est à prendre avec des pincettes, puisque beaucoup d'études peuvent prendre parti, donc c'est pas spécialement pertinent, mais il semblerait que de plus en plus de dépenses d'énergie liées au Bitcoin soient issues d'énergie renouvelable. Et ça, c'est plutôt cool. C'est une bulle spéculative. Voilà le dernier cliché que j'aborderai dans cette vidéo. Et pour moi, c'est probablement le plus important. Parce que autant je vous expliquais que oui, c'est vrai que ça pollue, mais en vrai c'est cool. Effectivement, c'est pas toujours utilisé de la bonne façon, mais en vrai ça va. Autant là, on va vraiment voir les défauts de la crypto-monnaie. Alors, le terme de bulle spéculative que beaucoup de gens mal renseignés emploient est pas du tout approprié. Je l'ai expliqué plus tôt, mais énormément de crypto-monnaies sont en fait basées sur des projets, sur des technologies réelles. Donc non, c'est absolument pas une bulle, du moins pour les projets qui possèdent des fondations. En revanche, la plupart, bon même s'il faut pas généraliser, mais la plupart des gens investissent en crypto-monnaie aujourd'hui sans en avoir rien à battre de la crypto. On s'en encore trop fou, même on en a rien à foutre. Ça me fait un peu penser dans l'idée aux sneakers ultra limités ou aux cartes Pokémon qui s'arrachent par des gens qui s'en foutent complètement du produit ou de ce qu'il y a derrière, et dont le seul but c'est d'être rentable sur leur investissement. Parce qu'en ce moment, tout le monde en parle et qu'il y a une hype. Et à cause de ce problème, on se retrouve avec des crypto-monnaies complètement vides, qui sont pour le coup complètement spéculatives, et qui dès qu'elles perdent de l'engouement peuvent complètement se cracher. Certaines arnaques aussi voient le jour et sont en recrudescence depuis quelques années, puisque des débutants achètent finalement une façade, embellie souvent par des tonnes d'influenceurs avides de clics sur des vidéos ou des posts sur les réseaux, tous plus putaclic les uns que les autres. Et ça fait que énormément de nouveaux venus en crypto-monnaie qui ne se renseignent pas se font avoir ou perdent énormément d'argent. Ça, c'est pour le disclaimer. Donc la règle numéro 1 en crypto-monnaie, c'est renseignez-vous. Renseignez-vous sur ce qui vous est dit sur les réseaux sociaux, sur les articles de presse, à la télévision. Et même sur ce que je vous dis moi, hein, parce que j'ai beau essayer d'être le plus objectif et le plus fiable possible, je suis jamais à l'abri de dire une connerie. Bon, je passe sur un aspect plus pratique à propos de la spéculation. J'ai dit qu'on pouvait se demander finalement pourquoi est-ce qu'on peut toujours pas payer son pain en crypto. On va zapper les dilemmes politiques et se concentrer sur la technique, et là on a surtout 2 points qui bloquent. Alors, le truc c'est que le prix d'une crypto varie uniquement selon l'offre et la demande, et la volatilité de celle-ci est toujours aujourd'hui très élevée. D'ailleurs, ce mois-ci, en janvier 2022, le Bitcoin a perdu quelque chose comme 30% de sa valeur. Et vous vous doutez bien que ça va être compliqué pour une boulangère, si tu lui files des bitcoins, de voir son salaire faire des hauts et des bas aussi facilement. Et on a aussi un autre souci qui s'appelle l'interopérabilité. Il existe plusieurs milliers de crypto-monnaies, et toutes ne sont pas échangeables entre elles. Donc pour garder l'exemple de la boulangerie, ce serait l'enfer pour une baguette d'accepter des milliers de types de crypto-monnaies différentes et de se débrouiller avec. Alors effectivement, certains États profitent de stablecoins, qui sont des types de monnaies particuliers, ou choisissent carrément d'utiliser le bitcoin comme monnaie d'échange pour leur pays. Je pense notamment au Salvador, qui a instauré ça depuis peu. Mais bon, il n'y a qu'à voir la situation dans laquelle ils sont actuellement pour se rendre compte que ça reste assez compliqué aujourd'hui à mettre en place, à l'échelle d'un pays, de se convertir complètement à la crypto-monnaie. Allez, ça me paraît vraiment nécessaire de l'aborder pour la fin de cette vidéo. Parmi les défauts de ce domaine passionnant, celui qui est pour moi l'un des pires et l'un des moins représentés et qui est étroitement lié à la spéculation, c'est l'addiction aux crypto-actifs. Effectivement, comme j'ai essayé de l'expliquer, et c'est probablement la raison de pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo, la cryptosphère depuis ces dernières années est devenue un sujet incontournable,
avec un engouement énorme et beaucoup de nouveaux qui arrivent sur un marché très volatile sans y être forcément préparé. D'un point de vue psychologique, investir en crypto-monnaie, ça représente pour beaucoup, surtout au début, un énorme effort mental. On confie son argent à une technologie qu'on maîtrise pas forcément et qui peut faire gagner autant qu'elle peut faire perdre. N'oubliez jamais qu'en crypto et dans le monde en général, plus vous risquez de gagner, plus vous risquez de perdre. Beaucoup ne réussissent pas à passer outre leurs émotions et peuvent se retirer assez vite du marché, ou au contraire pour certains, aller jusqu'à développer une réelle addiction, qui est équivalente à celle qu'on pourrait retrouver dans les jeux d'argent. Donc ça me paraît vraiment important de savoir à quoi on s'attend en essayant d'aller investir en crypto-monnaie. Cela dit, cette addiction qui est réellement une maladie est mise de plus en plus en lumière par des reportages ou des émissions qui en parlent relativement bien. Sur cet avertissement, je vais conclure la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, c'était assez dense et pourtant j'ai juste survolé l'immensité des sujets que je vais pouvoir aborder sur ce domaine. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à mon Insta en description, où je vais essayer de parler de l'actualité de la crypto-monnaie, de façon objective toujours. Si vous n'êtes pas d'accord avec des points que j'ai abordés, ou que vous souhaitez apporter des précisions, je vous remercierai énormément de le faire dans l'espace commentaire, de façon constructive évidemment. C'était Neko, merci à tous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.